Bon, et puis, on a retrouvé, donc tu disais, Carole, les suggestions directes camouflées. Et je vous ai dit hier, je le ressouligne ce matin, les suggestions, la suggestion, les formes de suggestions qu'on va pouvoir étudier pendant toute la formation, et ce jusqu'à la fin de votre carrière d'hypnothérapeute. Ça reste l'outil numéro un en hypnose. Vous vous rappelez de Hippolyte Bernheim, dont je vous ai parlé tout au début et dont je reparle régulièrement parce que le bonhomme a fait quand même beaucoup de choses pour l'hypnose et a beaucoup pensé à ce qu'était l'hypnose. Hippolyte Bernheim, il écrit à un moment donné un bouquin qui explique clairement que l'important dans la thérapie, c'est pas l'hypnose, mais la suggestion. Que le plus important dans tout ce qu'on va faire, dans toutes les consultations qu'on va pouvoir mener, c'est jamais l'état hypnotique, mais la suggestion qu'on va faire, notre capacité à suggérer des idées, à les transmettre, à les mettre dans la tête de la personne. D'accord ? Donc le travail de la suggestion, c'est fondamental. Oui. Excuse-moi, Clément, je vais poser une question idiote. Allez. Comment est-ce que ça serait s'il n'y avait pas de suggestion? Quand on dit les suggestions, c'est la base du travail de l'hypnothérapeute. En fait, ça serait quoi sans suggestion? J'ai du mal à imaginer. Ça n'existe pas. En fait, à partir du moment où on communique, on suggère des choses, qu'on le veuille ou non, directement ou indirectement. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on dit que les suggestions sont si essentielles? Puisque de toute façon, on en fait des suggestions. Eh bien, parce qu'on en fait, il est important d'en avoir conscience et de les maîtriser et de les travailler. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'en as pas conscience, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de praticiens dans plein de domaines différents qui font leurs techniques, jusqu'à des techniques de tu regardes mon doigt et tu bouges tes yeux. Voilà, bon, pourquoi pas. Mais en fait, à mon humble avis, le fait que ça aille mieux dans une immense majorité des cas, c'est l'aspect suggestif de ce qu'on fait. Si par exemple vous débarquez chez quelqu'un dans un cabinet, je vais reprendre le Milton Model qu'on a vu, le tout premier, l'habit fait le moine, vous arrivez dans le cabinet d'un praticien qu'on vous a recommandé, vous allez voir les avis sur internet et tout le monde dit oh, incroyable, cette personne est géniale, il faut absolument le consulter au moindre problème parce qu'elle va vous trouver, elle va vous changer la vie, etc. Donc vous arrivez en vous disant ah bah chouette. Vous arrivez dans le cabinet, vous voyez une personne qui est plaisante à regarder, c'est-à-dire bien habillée, propre, qui a un regard franc, une voix bien posée, un cabinet élégamment décoré, avec un niveau, avec des meubles d'un certain prix. Ouais. Et cette personne vous dit très clairement et très calmement que le problème que vous avez a une solution très simple, c'est qu'il va falloir regarder son doigt, et puis vous concentrer sur son doigt et le suivre du regard, comme ça, pendant un certain temps, tout en pensant à la problématique qui vous embête. Ensuite, vous allez prendre une bonne inspiration et souffler très fort, et que ça ira mieux. Bon, eh ben, il y a de fortes chances que ça aille mieux. En revanche, ça n'ira pas mieux parce que vous avez suivi le regard, le doigt, ni parce que vous avez soufflé, mais parce qu'il vous l'a dit que ça allait vous faire du bien. C'est de la suggestion. Et la suggestion, c'est pas juste faites ça, ça va vous faire du bien. La suggestion, c'est comment je suis habillé, c'est comment je me présente à vous, comment j'interagis avec vous, c'est la relation qu'on va créer ensemble. Tout ça, c'est de la suggestion. Voilà. Et donc ça, on est obligé, ça existe de toute façon. Et donc en avoir conscience et la maîtriser, eh bien, c'est ça qui va faire votre qualité d'action. Et comment tu passes de cette suggestion, celle dont tu parles, l'apparence, le premier contact, etc., aux suggestions directes, camouflées, tout à fait. indirectes, non camouflées, etc., qu'on travaille pendant la séance d'hypnose? Comment je passe de l'un à l'autre? Ouais, enfin, je veux dire, du coup, c'est et en fait, des domaines de suggestion assez... Tout à fait. Ce sont des types de suggestions assez différents. En revanche, ça reste des suggestions. C'est-à-dire qu'une suggestion peut, du coup, au niveau verbal, avec mes mots, être directe. Tiens, en fait, si on devait résumer toutes les séances d'hypnothérapie qu'on fait au monde, on dit à la personne « change ». Et elle va changer. Mais on ne va pas lui dire comme ça, parce qu'elle veut bien, elle essaye depuis longtemps. D'accord ? Donc nous, on va trouver tout un tas de stratégies pour arriver à l'idée de changer. Et on va prendre cette suggestion peut-être primordiale de change, et ensuite on va la décortiquer en tout un tas de petites suggestions, de petits pas, comme ça, de manière assez détournée, de manière plus directe. Ça dépend de la personne et de la situation et du problème, ou de l'objectif. Mais on va décortiquer tout ça pour faire tout un tas de suggestions qui vont petit à petit amener la personne à cette idée de changer. Elle va se dire c'est possible, je sais comment faire, j'y arrive. Oui. De toute façon, même le patient, déjà dans la mesure où il a lu quelque chose nous concernant, il était déjà, à part s'il arrive lui à stopper le hamster, on va dire, il était déjà dans une suggestion, puisqu'il a déjà lu quelque chose, et il a déjà tout à fait. en partie fait influencer.
C'est ce que je disais juste avant, hein, toutes les idées que vous aurez en tête en arrivant dans le cabinet participent à la suggestion. Je vais reprendre un exemple que je prends souvent en formation, c'est je reçois une personne pour un arrêt du tabac, ça marche très bien, elle arrête de fumer, donc elle en parle à ses collègues, ah, faut aller voir Clément, arrêt du tabac, super, et tout. Je reçois une deuxième personne, bah, du coup elle est conditionnée, elle se dit, ouais, ça marche vachement bien, donc ça a marché encore mieux, enfin ça a marché tout aussi bien, elle a arrêté de fumer, donc elle en parle, et dit, ah oui, effectivement, je valide ce que Jean-Christophe a dit, ça marche bien, ok, très bien. Donc une troisième débarque, elle arrête de fumer, très bien. Une semaine plus tard, je reçois le coup de fil d'une autre personne pour arrêter de fumer, très bien, rendez-vous dans 15 jours, telle heure, à bientôt, au revoir. La personne me rappelle une semaine après pour annuler son rendez-vous, parce que depuis qu'elle m'a eu au téléphone, elle a arrêté de fumer. Incroyable. Ouais. Incroyable ce truc-là. Et en fait, c'est pas si incroyable que ça. Ça peut paraître incroyable, mais c'est pas si incroyable que ça. Déjà, souvent, une personne qui vient parce que du bouche à oreille, parce qu'on a parlé de vous, vous aurez des meilleurs résultats que quelqu'un qui vous a trouvé au pif sur Internet, parce qu'elle est déjà conditionnée, elle se fait déjà d'une autosuggestion. Voilà. Et donc là, c'était le truc le plus fort, c'est qu'en fait, ouais, bien vu. Là, c'était le truc le plus fort, c'est qu'en fait, la personne vient pour un problème, et son problème, c'est à splitter dans sa tête tout seul, juste parce qu'elle m'a eu au téléphone, et qu'elle était tellement conditionnée par tellement de réussite autour d'elle, que bon, c'est bon, ça c'est fait. Et c'est un rapport avec l'enfant intérieur ou pas? Alors, ça dépend ce que tu entends par enfant intérieur, mais... Au même titre, quand un enfant se fait mal, et qu'on lui dit tu veux un câlin, juste le fait d'ouvrir les bras, il n'a pas eu encore le câlin, mais déjà il va mieux avant d'être arrivé. Ouais, c'est le principe du bisou magique. Je te fais un bisou magique, ça va aller mieux. Moi, mon fils, je lui fais, bah, ça va vraiment mieux, tu vois. Alors que bon, un bisou, a priori... Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Erickson, par exemple, achetait les verrues à ses patients. Des enfants qui avaient des verrues tout le temps et rien n'y fait. Erickson, il lui achetait sa verrue pour une pièce de... je sais pas quoi à l'époque. Il lui achète sa verrue, il lui donne une pièce et tu me dois une verrue, d'accord? Allez, on se voit dans 15 jours. Et 15 jours après, la verrue a disparu. Le gamin, il fait, oh, la verrue a disparu. Bah oui, tu me l'as donnée, parce que je te l'ai acheté. Voilà. Par principe de suggestion. Voilà. J'en parlais à une dame dont le gamin venait me voir pour ce genre de truc, et je lui dis, mais faites un truc, achetez-lui. Il fait, ouais, j'ai déjà fait ça, ça n'a pas marché. Voilà. Elle connaissait le truc, mais bon, elle ne l'a pas amené comme il fallait apparemment. Tu vois. Mais ça, c'est un principe de suggestion et d'autosuggestion. Voilà. Il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Govrit, je vous invite à suivre son travail, super, notamment sur les surdoués. Il a fait un gros boulot sur ce qu'on sait de ce qu'est la surdouance, comme on dit au Québec. La douance. Et Nicolas Govrit a fait pas mal de... en fait, lui, il est pour l'enseignement de la psychologie scientifique. Voilà, donc il a un regard très scientifique, il étudie tous les essais cliniques, les méta-analyses qui existent sur un sujet donné. Et il a fait un petit papier sur le MDR, que j'ai fait avec tes yeux, tu vois. J'arrive pas à le faire comme ça, trop dur. Voilà, où on tape sur l'épaule, tu vois. Voilà. Et ce qu'il explique, c'est qu'a priori, le MDR, alors le MDR, dans les essais cliniques, a de plutôt bons résultats, tu vois, sur les syndromes post-traumatiques. En revanche, ce qu'il explique, c'est que le titre de l'article est amusant, c'est si vous arrivez à faire bouger les oreilles de vos patients plutôt que les yeux, c'est plus technique, mais vous aurez les mêmes résultats. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tu bouges les oreilles, tu bouges les yeux, tu bouges les doigts de pied pour faire le truc, c'est bullshit ça. C'est un support de croyance pour ça va aller mieux. Voilà. Et vous allez voir qu'on va s'étudier, je vais vous partager des outils qui sont en soi inefficaces, mais que si vous les proposez bien, bah ça marche. Des outils bullshit, notamment des outils PNL, qui a priori sont trop simplistes et puis ne respectent rien qui justifie que ça fonctionne. Mais parce qu'on va le présenter d'une certaine manière, parce qu'on va l'amener d'une certaine manière, parce qu'on va faire tout notre travail de suggestion, alors cet outil-là, il va avoir son efficacité. Ouais. Et alors, pour aller jusqu'au bout de la phrase de Bernheim, pourquoi est-ce que la suggestion est plus importante que l'hypnose? À ce moment-là, à quoi ça sert de faire de l'hypnose? C'est une bonne question. je me la pose encore. Il y a plein de moments où je me la pose. Alors, comment? Mais c'est pareil, les mettre dans l'inconscient, c'est une manière de communiquer qu'on retrouve beaucoup et que j'utilise aussi en formation parce qu'elle est pratique, elle est très schématique, voilà, c'est pratique. Mais mettre une suggestion dans l'inconscient, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, tu vois. On est dans un état particulier, ça c'est sûr. On est plus suggestible, non, ou très très peu. Ouais. Je crois que c'est dans
ce bouquin-là, qui explique un peu qu'est-ce qui augmente le niveau de suggestibilité. L'état de transe augmente très légèrement le niveau de suggestibilité. Voilà. Le Milton Model, les techniques d'influence augmentent beaucoup plus le niveau de suggestibilité. Il n'y a pas besoin d'être en état d'hypnose pour être suggestible. En revanche, ça c'est Bernheim qui nous explique ça, la capacité qu'a un individu en état d'hypnose face à la suggestion, c'est de la réaliser, c'est de faire d'une idée une réalité. Et il prend un exemple dans la définition que je vous ai donnée le premier jour. Regardez votre feuille, c'est bien écrit, c'est un peu pompeux comme manière d'expliquer les choses, mais il explique que si je vous suggère l'idée que votre nez vous chatouille, vous allez pouvoir y réfléchir, vous dire « Ah oui, tiens, j'imagine bien ce que ça peut faire, mais ça ne va pas vous chatouiller. » Par contre, en état d'hypnose, on est capable de transformer cette suggestion en une réalité, et vous allez vraiment avoir le nez qui vous chatouille. Parce que, et il précise dans cette définition-là, parce que vous l'avez déjà vécu par le passé. C'est une empreinte latente qu'on réactive par la suggestion. Donc l'état d'hypnose, selon Bernheim, et selon plus de personnes que juste Bernheim, mais c'est une capacité à transformer l'idée reçue en acte, dit-il dans sa définition. C'est juste une idée qui devient une réalité. Voilà. Ta main est légère, tellement légère qu'elle va s'envoler, et bien en fait, vraiment, toi, tu peux avoir une main qui monte, et puis dans certains cas un peu plus poussés ou avec beaucoup plus de suggestions, tu peux même plus l'arrêter, tu vois. C'est vraiment ta main qui fait ça live, quoi. Voilà. Ça, c'est l'état hypnotique qui permet ça. Mais c'est pareil, la frontière est pas très nette. Il y a des phénomènes hypnotiques qu'on peut développer hors état d'hypnose, en étant dans un état un petit peu d'absorption, tu vois. Il faudrait regarder, en fait, il faudrait brancher un cerveau et puis demander à une personne, tu vois, de sentir les mains sur les épaules, et quand je recule les mains, le corps est attiré en arrière. Ça se fait avec 95% des gens hors état de transe, comme ça, en quelques secondes. Est-ce que le cerveau se met nécessairement en état d'hypnose pour répondre à ce genre de suggestion? Je ne sais pas. Pourtant, la personne, elle peut vraiment sentir que ça tire en arrière. Hier, on faisait notre démonstration. Avec les mains, moi j'ai mis mes mains comme ça et je m'apprêtais à te dire des trucs, et tout de suite j'ai senti comme un ballon entre mes mains, tu vois, et je le sens vraiment, quoi. Si j'appuie, il y a une résistance. Je ne sais pas si à ce moment-là je suis vraiment en état d'hypnose, ou si juste mon imagination suffit à provoquer ce genre de perception, tu vois. Donc l'état d'hypnose, à quoi sert l'état d'hypnose? Il n'y a pas de réponse vraiment ferme et définitive. La frontière entre l'état d'hypnose, l'état d'éveil et ce que ça implique comme changement, c'est pas net, quoi. C'est pas hyper tranché. Erickson dit, en soi, l'état d'hypnose ne sert à rien. Voilà. Erickson, c'est quand même le mec qui a pas mal bossé sur le sujet, il te dit, en soi, l'état d'hypnose ne sert à rien. Voilà. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec le temps? C'est-à-dire Prendre le temps, c'est-à-dire que c'est comme le vélo, tu vas pédaler, tu vas faire 10 mètres, ok, tu as su faire du vélo, mais est-ce que vraiment si tu prends 10 minutes vraiment pour faire du vélo, les sensations ne seront pas les mêmes? Alors, est-ce que tu parles de la concentration et de l'absorption? Il y a une vidéo que je vous passerai d'Erickson qui rejoint un peu ce que tu dis. Il y a la personne qui l'interviewe, lui demande vous avez accompagné une petite fille de 11 ans pour je ne sais plus quelle problématique, et pourquoi vous l'avez hypnotisée, cette petite fille? Pourquoi vous avez choisi de l'hypnotiser? Et Erickson a une réponse qui dit les grandes filles gesticulent en permanence et les petites filles encore plus. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit complètement attentive à ce que j'allais lui dire. C'est tout. Pour lui, hypnotiser quelqu'un, c'est le rendre complètement attentif à ce qu'on va dire. Il y a une autre démonstration d'Erickson, peut-être qu'on l'a vu la première semaine, je crois, je ne sais plus, où il demande à la personne ce qu'elle perçoit, ce qu'elle voit. Et la personne lui répond « je ne vois que vous ». Et il lui dit « il y a d'autres personnes dans la pièce, est-ce que vous les voyez, est-ce que vous les percevez ?» Et elle fait « non ». Et il dit « est-ce que c'est suffisant de ne percevoir que moi ?» Et elle lui dit « oui ». En fait, ce que ça fait, c'est qu'en état d'hypnose, on est souvent excessivement connecté à la personne qui nous parle et à soi. Mais en fait, on va restreindre notre perception périphérique pour être complètement focus sur quelque chose. Et en général, en état d'hypnose, on est branché à la voix de l'hypnotiseur. Voilà. C'est ça, c'est pour être un espèce d'effet tunnel. Tu es focus sur la personne, tu es concentré sur une idée, tu n'es pas éparpillé, avoir des pensées dans tous les sens, etc. Ou alors ces pensées-là, elles circulent en dehors de ta perception consciente. Tu es vraiment dans une concentration. Peut-être que ça sert à ça, l'état d'hypnose. Et il y a aussi des phénomènes hypnotiques, par exemple des hallucinations positives. Tu vas imaginer que, je ne sais pas, il y a des oiseaux qui volent partout dans la pièce.
Là, comme ça, à jeun et sans hypnose, compliqué, tu vois, pour vous faire développer cette perception-là. En revanche, en état d'hypnose, avec des personnes, ça irait très vite. Avec d'autres personnes, il faudrait vraiment beaucoup le travailler. Mais on serait capable de halluciner ce genre de choses, tu vois. Même les entendre et même les sentir s'ils se posent sur ton épaule, tu vois. Donc l'état d'hypnose, je ne sais pas répondre à cette question, à quoi ça sert. Je peux juste discuter avec vous de ce genre de choses, mais il n'y a pas de consensus absolu. Et voilà. Et juste pour rebondir sur ce que disait Marie-Christine, je pense que je peux aller au bout de ça, c'est pour faire entrer la communication, nos suggestions dans l'inconscient de la personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, quand on se parle, là, en permanence, on a des flux de pensée à différents niveaux. On a des flux de pensée conscients dont on a conscience, et puis il y a des flux de pensée qui passent en dessous des seuils de conscience de nos radars de perception consciente. Donc en fait, à chaque fois qu'on se parle, en état d'hypnose ou hors état d'hypnose, on impacte la personne à tous ces différents niveaux-là, tu vois. Oui. Alors effectivement, c'est aussi une définition de l'état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est un état de dissociation, conscient-inconscient. Comment ? Et on a plus accès à l'inconscient à ce moment-là. Je sais pas. Percevoir des idées qu'on ne percevrait pas conscience. Ouais. Erickson dit que... Pardon ? On est dans un autre niveau de conscience. Peut-être, je sais pas. Et je sais même pas ce que ça veut dire exactement cette phrase. Être dans un autre niveau de conscience, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu vois ? Je sais pas. Un état modifié de conscience, est-ce qu'au cours d'une journée, notre état de conscience se modifie pas en permanence, tu vois ? Et pas seulement état d'éveil, état d'hypnose, tu vois ? Est-ce qu'on n'a pas des variations d'état de conscience permanents en fonction de nos émotions, tout simplement ? Tu vois, t'as un immense bonheur comme ça qui te remplit d'un coup, tu perçois le monde différemment. Au contraire, hier soir, je rentre chez moi, j'étais en pleine forme, je retrouve mon fils, ma mère qui est là en ce moment, ma compagne, et puis il y a une bonne ambiance quand je débarque, donc ça me met, je fais cool, content de rentrer. Et puis peu de temps après, on se met à table un peu rapidement, c'est tard, et puis là je sers la soupe et je me renverse de la soupe là sur la main, et je me brûle bien, tu vois, vraiment bien, donc je passe vraiment 5 minutes sous l'eau froide. Et là, j'ai senti qu'à un moment donné, tout le « Ah, c'est cool d'être là !» J'en sens dire « Putain !» Ça dure pas, mais je sens quand même que là, l'espace de 5 minutes, je passe dans une perception complètement différente de ce qui est en train de se passer, tu vois. Donc, je prends un exemple un peu trivial comme ça, mais pour dire que notre état de conscience, notre perception du monde, il fluctue en permanence, quoi. Notre perception, elle, fluctue en permanence. Bon, voilà. L'état d'hypnose, il n'y a pas de définition ferme, précise, définitive. Nous, et c'est ce que je vous disais les premiers jours, je pense que la définition qui va être la plus intéressante pour nous et celle qu'on va utiliser le plus, c'est un état d'absorption, un état de concentration. C'est le fait d'être focus sur quelque chose, sur des idées. Erickson disait qu'en état d'hypnose, les personnes... je ne sais plus quelle est la phrase exacte, il faudrait que je la retrouve, les personnes en état d'hypnose comprennent mieux et s'expriment mieux, plus précisément, de manière plus ajustée. Voilà. Quand on est dans notre vie de tous les jours, je ne sais pas vous, moi, quand j'écoute, quand vous avez des définitions comme ça, des phrases comme ça, essayez de voir ce que ça vous raconte de votre expérience personnelle. Vous voyez, moi, je sais que des fois, je suis face à des problématiques et j'arrête pas de la réfléchir, de la tourner dans tous les sens. Il y a tellement de choses qui viennent en interaction avec, qui viennent se mélanger à tout ça, que j'ai vachement de mal à la penser bien, cette problématique, et du coup à la résoudre. Alors qu'en état d'hypnose, et par le travail de suggestion, je pense aussi beaucoup du praticien ou de la praticienne qui est avec moi, les choses vont avoir tendance à s'éclaircir. Et puis, je peux apporter une réponse beaucoup plus simple et précise à cette problématique. Vous voyez. Parce qu'en état d'hypnose, si à un moment donné, j'ai une boule dans le ventre qui me stresse, tu vois, cette boule dans le ventre, en état d'hypnose, le simple fait de la transformer en un nuage sur lequel je vais souffler, ça va changer quelque chose dans ma vie, dans mon corps. Donc tu vois, je sais plus facilement communiquer avec moi-même. Tu vois. Ma communication avec moi-même sera plus précise, beaucoup plus simple. Voilà. Les études scientifiques, pour le coup neurophysiologiques, l'observation neurophysiologique de l'hypnose montre un état particulier du cerveau. Et ces études-là, je ne vais pas les développer ici parce que je ne les ai pas de manière très précise en tête, montre notamment, mais vous avez les références sur les feuilles, vous allez voir sur internet, vous allez sur Google Scholar, vous tapez ça, vous aurez vraiment au moins l'abstract, le résumé de l'étude, montre que, alors je vais le dire avec mes mots, de manière très simpliste, montre que la frontière entre le réel et l'imaginaire a tendance à se gommer.
Et une personne a tendance à laisser, une personne en état d'hypnose a tendance à pouvoir laisser son imaginaire prendre le rôle d'une réalité réelle. Voilà. Et donc c'est une histoire de... Alors l'expérience, je vous le fais très brièvement, mais il faut aller voir pour plus de précision, parce que je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est on leur montre des bandes de couleurs, et on leur fait halluciner que c'est en noir et blanc, et inversement. Donc la personne, elle peut halluciner des choses, et son imaginaire par suggestion, stimulé par suggestion, eh ben, fait office de réalité. Voilà. Vous voyez l'idée? Donc on peut se dire, en état d'hypnose, notre imaginaire a beaucoup plus de puissance. Voilà. Ça rejoint ce que disait Bernheim. Une idée, imaginer un truc fictif, peut devenir réel. Voilà. Vaste discussion. Et là, je suis en monologue, donc pas très intéressant. Il faudrait débattre avec plein de gens, expliquer un petit peu, discuter de tout ça, parce que il n'y a pas de... La seule chose tranchée et claire et nette qu'on ait, c'est qu'est-ce que se passe dans un cerveau en état d'hypnose. Sur le plan, ça, on sait l'observer, c'est une image, c'est des couleurs, c'est concret, tu vois. Bref.